d'Istanbul, une ville au charme nostalgique, à cheval sur l'Europe et l'Asie. Beyoğlu, sur la rive européenne du Bosphore, était le centre cosmopolite de la capitale ottomane. Dans l'artère principale du quartier, le vieux tramway est toujours en circulation. Les touristes de tous les pays le prennent au moins une fois avant de quitter la Turquie. Ce tramway rétro dans un quartier aussi moderne est comme une métaphore de la Turquie tout entière. Pour passer sur la rive asiatique du Bosphore, on peut prendre le bac. Et même les wagons de chemin de fer le prennent pour relier les deux continents. Ce somptueux palais situé sur la rive asiatique est en fait la gare d'Haïdar-Pacha. C'est le terminus emblématique de tous les trains en provenance de l'Est du pays. Mais la gare d'Haïdar-Pacha a fait son temps. Inaugurée en 1908, elle sera bientôt transformée en hôtel 5 étoiles. La Turquie construit en effet un tunnel ferroviaire sous le Bosphore. La gare d'Haïdar-Pacha est la seule gare centrale de la rive asiatique d'Istanbul. Lorsque la petite gare construite en 1872 s'est avérée insuffisante, le sultan Abdülhamid II a voulu en bâtir une plus grande et a déclaré « J'ai fait construire des kilomètres de chemin de fer dans ce pays, des ports dotés de bâtiments majestueux. Je veux qu'à la jonction des voies ferrées et de la mer soit construit un édifice extraordinaire pour que mon peuple puisse monter dans le train ici et descendre à la Mecque. » Pour Atatürk, le train jouait un rôle fondamental. Il était le garant du progrès et de la civilisation. Nous prenons un train à la gare d'Haïdar-Pacha, pendant que c'est encore possible. En route pour l'Anatolie. Nous allons parcourir 1900 km à travers la vaste partie asiatique de la Turquie. Destination, le lac de Van. La sortie d'Istanbul nous paraît interminable, mais nous avons le privilège d'être dans la cabine du conducteur. Le métier de conducteur de train est très apprécié en Turquie. Mais c'est aussi un métier exigeant et fatigant, qui demande beaucoup d'attention. Nous devons toujours être sur le qui-vive. Aucun détail ne doit nous échapper. Ce n'est pas facile. Il nous arrive de manquer de sommeil. Il y a beaucoup de trafic sur cette ligne qui longe la mer de Marmara.
l'ancien chemin de fer Berlin-Bagdad porte aujourd'hui le nom d'Atatürk. Le train n'est pas cher en Turquie. Par exemple, le trajet Istanbul-Eskişehir, 190 km, coûte à peine 10 €. En général, les étudiants préfèrent voyager en train, car ils bénéficient de tarifs réduits. En plus, quand ils achètent un aller-retour, ils profitent directement d'une remise de 20%. Nos passagers sont composés à 80% d'étudiants. Tout le monde est bienvenu à bord, même ceux qui piaillent. Ma fille habite du côté d'Izmit, à Derince, et elle a une petite fille de 2 ans. Nous sommes allés ensemble au marché et ma petite fille a beaucoup insisté pour avoir un poussin. Alors nous lui avons acheté. Cela fait 5 jours qu'il ne nous quitte plus. Là, je l'emmène chez moi à Eskişehir parce que ma fille n'a pas assez de place pour le garder. Quatre heures plus tard, nous entrons en gare d'Eskişehir, qui signifie littéralement vieille ville. Eskişehir est une métropole régionale de 600 000 habitants que nous quittons vite pour la campagne avoisinante. La région abrite l'un des plus grands gisements au monde d'écume de mer, un minéral blanc qu'on extrait ici de manière artisanale. L'écume de mer est une source de revenus non négligeable pour la population locale. À la mine, on travaille en famille. Ça contribue à limiter les accidents sous terre. Car à 100 mètres de profondeur, le danger est réel. Il y a tout juste la place de s'asseoir dans la galerie pour travailler le minéral. On en profite pendant qu'il est encore tendre. L'écume de mer est aussi appelée sépiolite, à cause de sa ressemblance avec le sépion, l'os de seiche. Nous extrayons la sépiolite de ses parois, sous la terre. Le pouvoir absorbant de la sépiolite est reconnu dans le monde entier. C'est même l'un des minéraux les plus absorbants au monde. On ignore quand il a été découvert et extrait pour la première fois. Jusque dans les années 80, on l'appelait ici la pierre d'Autriche. Il faut dire que les Viennois fabriquent des pipes en écume de mer depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, Eskişehir leur a ravi la première place. La maison Bessi Maktaz fabrique des pipes en écume de mer depuis 5 générations. Les pipes en écume de mer ont tendance à noircir avec le temps, mais le minéral donne, paraît-il, un délicieux petit goût sucré au tabac. La sépiolite est un minéral très apprécié, à la fois par les fabricants de pipes et par les fumeurs. Elle absorbe entre 78 et 85% de la nicotine. Et comme c'est un matériau très léger, les pipes que nous façonnons ne pèsent pas lourd et ne font pas mal à la mâchoire. Le tuyau est raccordé à la tête sculptée, puis le tout est trempé dans la cire d'abeille avant d'être poli. De retour à la gare, nous attendons le prochain train pour Ankara. Ce train à grande vitesse flambant neuf fait la fierté des chemins de fer turcs.
Quand ils devaient prendre le train, les passagers avaient l'habitude de venir avec un quart d'heure de retard parce que les trains arrivaient rarement à l'heure. Nous avons pu observer dernièrement que beaucoup rataient leur train car ils continuaient d'arriver avec leur retard habituel et le train, lui, était déjà parti. Alors bien sûr, nous sommes désolés pour nos clients, mais à long terme, notre ponctualité est une bonne chose pour tout le monde, à commencer par les passagers. Pour le TGV local qu'on appelle ici le YET, on a droit à des contrôles dignes d'un voyage en avion. Le train en provenance d'Istanbul s'arrête de l'autre côté du quai. Les passagers à destination d'Ankara descendent pour la correspondance. Et voilà le YET, pile à l'heure comme promis. La ligne à grande vitesse Eskişehir-Ankara est la première du pays. Elle a été inaugurée en mars 2009. Le prolongement de la ligne vers Istanbul devrait être achevé en 2013, tout comme le tunnel sous le Bosphore. La ligne fera alors 600 km de long. Le train parcourt les 232 km qui séparent Eskişehir d'Ankara en 1h30 seulement. Il atteint 252 km/h en vitesse de pointe. Les rames du YET sont fabriquées en Espagne. C'est aussi là qu'on forme les conducteurs en 3 ans. Ils doivent avoir cumulé 10 000 km pour décrocher leur brevet. C'était mon rêve. Mon père aussi était cheminot. La première fois que je suis monté dans un train, c'était à ses côtés. J'allais à l'école élémentaire, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ça a toujours été mon rêve. Et aujourd'hui, j'ai pu le réaliser. Quand je conduis ce train, j'éprouve un plaisir immense. Des milliards de dollars ont été investis pour son fonctionnement. Et c'est moi qui suis chargé de le faire avancer. Nous atteignons Ankara. Les métiers traditionnels ne prennent pas ombrage de la modernité du train. En 1923, Atatürk décide de tourner le dos à l'Istanbul des sultans ottomans et choisit Ankara au centre de l'Anatolie comme capitale de la République de Turquie. Ankara est une grande ville à l'occidental. Atatürk y côtoie même le King. Les immeubles modernes s'exposent fièrement non loin de la vieille ville. En 1934, le quartier de Calais a été choisi par Atatürk en personne pour accueillir une des toutes premières écoles primaires obligatoires et gratuites. Aujourd'hui encore, les enfants y chantent l'hymne national. Atatürk, le père des Turcs, reste une référence. À l'école, les enfants apprennent sa biographie par cœur. Figure légendaire, le fondateur et premier président de la République de Turquie est mort le 10 novembre 1938. Il repose aujourd'hui à l'Anıtkabir, le mausolée érigé à Ankara en son honneur.
L'architecture du monument est éloquente et la relève de la garde renforce le caractère solennel des lieux. À l'intérieur, le tombeau à proprement parler surplombe la capitale. La Turquie continue de suivre la voie tracée par Atatürk, nous explique Ahmet. Atatürk, c'est notre dirigeant, le fondateur de la République de Turquie. Et nous essayons de suivre la route qu'il a tracée et d'aller même au-delà. Il nous a confié la jeunesse de ce pays. Nous en sommes responsables et nous devons lui montrer l'exemple. S'il n'avait pas été là, peut-être ne serions-nous jamais venus au monde. Une voie toute tracée que son fils rêve surtout de suivre en train. Je prends le train avec mon père. Par moments, il roule très vite et ça me fait même un peu peur. Je regarde par la fenêtre et après je demande à mon père, on est où maintenant? On arrive bientôt? Nous retournons à la gare d'Ankara. Le tapis rouge n'est pas pour nous. Abdullah Gül, le président de la Turquie, prend le train. Apparemment, il accorde autant d'importance au chemin de fer que son illustre prédécesseur. Et il monte à bord d'un train flambant neuf. Quant à nous, nous attendons un train moins rapide, mais dont le nom fait rêver. Le Trans-Asia Express. Il relie Istanbul à Téhéran une fois par semaine. La particularité de ce train, c'est que la quasi-totalité des passagers sont étrangers. Ils sont iraniens, européens ou viennent d'autres pays. Mais il n'y a pratiquement pas de passagers turcs. Nous nous arrêtons seulement pour respecter les obligations de circulation, mais sinon le train ne fait pas d'escale. Le Trans-Asia Express est un train international qui respecte les standards internationaux pour le confort de notre clientèle. La plupart des passagers sont iraniens. Ils n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Turquie. Je suis de Téhéran. On a visité Istanbul. On a vu de très belles choses et on a été très bien accueillis. Mais on ne peut pas rester longtemps parce que la vie est très chère pour nous. Alors on rentre en Iran. C'est aussi un très beau pays. Le trajet Istanbul-Téhéran dure 66 heures et coûte 31 €. Le train n'a d'express que le nom. Je préfère le train à l'avion. L'avion est moins romantique. On ne rencontre personne. C'est ce que j'aime dans les voyages, c'est rencontrer des gens. Et puis, en train, on voit mieux le paysage. C'est à l'échelle de l'homme. Le train est plus lent, plus convivial. On rencontre les gens, on a du temps pour réfléchir. On prend son temps. Il y a des passagers turcs et iraniens dans le train. C'est sympa de les voir se mélanger. Et ça permet de se faire des contacts pour la suite du voyage. Ce périple à travers l'Anatolie tient un peu des contes des Mille et une nuits.
Le long voyage facilite la complicité entre voyageurs. Et si les voyageurs considèrent que le train est le moyen idéal pour découvrir la beauté des paysages turcs, le personnel voit ça d'un œil beaucoup plus pragmatique. L'avantage de mon métier, c'est que je sillonne toute la Turquie gratuitement et qu'on me verse un salaire pour visiter des lieux et des sites alors que mes concitoyens et les touristes étrangers doivent payer de leur poche. Je n'aurais pas pu rêver meilleur métier. Je suis allé partout en Turquie. Quand je me rends quelque part pour le travail, je suis payé tout le temps de mon séjour et je n'ai rien à débourser. Enfin ça, c'est uniquement quand je voyage dans le cadre de mes fonctions, bien sûr. Nous entrons en gare de Kayseri, dans la région de la Cappadoce. À l'arrière-plan, le mont Erciyes qui culmine à plus de 3900 mètres d'altitude. Ces femmes sont des Turkmènes, un peuple d'éleveurs nomades originaires d'Asie centrale. 100 000 Turkmènes vivent aujourd'hui en Turquie. Le troupeau de moutons appartient à une dizaine de familles. Ces familles vivent 3 mois par an dans les alpages à 1700 mètres d'altitude. L'élevage les occupe à temps plein, mais ne suffit pas à les faire vivre. Ahmet est berger depuis ses 12 ans. Comment se déroule une journée typique? Je me demande avant tout comment je vais réussir à bien nourrir mes bêtes. Et je prends soin d'elles. Si elles sont malades, je leur fais une piqûre, je leur donne leur traitement. C'est moi qui m'occupe de tout. Et le temps s'écoule jusqu'au soir. Et quand je vais me coucher, je n'ai pas l'esprit tranquille pour autant. J'ai peur que les bêtes s'enfuient, qu'un loup attaque le troupeau, qu'un voleur pénètre dans l'enclos. C'est comme ça que défilent les jours et les nuits chez nous. Retour en ville. Kayseri compte 900 000 habitants. En 1923, elle a failli devenir la capitale à la place d'Ankara. Ici, on est visiblement fier du chemin de fer. La ligne Ankara-Kayseri fut la première ligne inaugurée sous Atatürk en 1927. Le Transasia Express arrive en soirée. Les voyageurs chargent leurs paquets dans le wagon réservé aux bagages. Kayseri accueille de nombreux Iraniens. Généralement, ils restent dans la ville jusqu'à ce qu'ils épuisent leurs économies, puis reprennent le train pour rentrer chez eux. Il y a peu de clients au wagon-restaurant. Il faut dire que les prix sont élevés. Ici aussi, Atatürk veille sur les passagers. Le soir tombe. En cuisine, c'est l'heure du rush. Et les plats servis sont vraiment préparés et cuisinés à bord.
Dans cette partie de la Turquie, l'alcool n'est pas bien vu. Mais dans le train, on fait une exception. Alors que nous approchons de l'Iran, nous rencontrons des hommes d'affaires. Nous allons à Téhéran. Nous possédons une entreprise là-bas. La seule entreprise turque implantée à Téhéran pour le moment. Nous y sommes restés 3 mois. Nous faisons sans cesse des allers-retours. Nous y travaillons tous ensemble avec plusieurs amis. Nous sommes revenus en Turquie il y a 15 jours et maintenant nous repartons. On voyage toujours en train. C'est plus confortable et plus facile. Et tellement plus agréable. Dans les compartiments, on se prépare pour la nuit. Et on chante même une berceuse. À l'aube, le train se faufile toujours à travers les montagnes. Les membres du personnel sont les premiers au petit déjeuner. Pendant ce temps, le train traverse la région de Sivas en Anatolie centrale. Malgré le chemin de fer, la contrée reste très isolée. Le rythme monotone du train gagne les passagers. Il n'y a pas grand-chose à faire à part bavarder. Dans ce métier, vous côtoyez des gens très différents, issus des couches sociales les plus aisées aux moins privilégiées. J'ai déjà croisé des députés. Nous nous contentons de faire notre métier, sans discrimination ni préférence. Le passager, une fois qu'il est monté dans le wagon, est notre invité. Peu importe qu'il soit président de la République, Premier ministre ou simple citoyen. Nous traitons chaque passager de la même manière, avec le respect qui lui est dû. Nous arrivons dans le pays des bardes. Ils chantent parfois sans prononcer les consonnes labiales. Pour cela, ils placent une aiguille entre leurs lèvres. Cette technique s'appelle l'ebdeymez et remonte au XVIIe siècle. Hasretle aşk güzel duygu kula sarılarak gelir. Dertte keder yorar teni çile sarılarak gelir. Çile sarılarak gelir. Diken göğe uzanıyor dala sarılarak gelir. Hoş geldiniz arkadaşlar, yola sarılarak gelin. Eğer işidiyse dostlar, çıla sarılarak gelin, çıla sarılarak gelin. Hoş geldiniz arkadaşlar, yola sarılarak gelir. Hayatın sonunda ecel yıla sarılarak gelir. Yıla sarılarak gelir. Hayatın sonunda ecel yıla sarılarak gelir. Yıla sarılarak gelir. L'ebdeymez, ça veut dire la lèvre ne saigne pas. Il ne faut pas que la lèvre saigne, sinon vous perdez le concours. C'est ça le but. Le premier qui saigne a perdu. C'est comme dans un match de foot ou plutôt de boxe, quand on perd par KO.
Nous pénétrons dans les montagnes situées à l'est de Sivas. Nous remarquons plusieurs passagères iraniennes sans foulard. Tout s'est très bien passé. Je n'ai pas été ennuyée une seule fois. Pas de manteau, de foulard, rien. J'étais tranquille. Mais bien sûr, je vais tout remettre. Une fois qu'on aura dépassé Van, je vais me couvrir. Nous arrivons à Kangal, célèbre dans le monde entier pour ses chiens de berger. Mais c'est surtout sa source d'eau chaude qui attire les visiteurs. L'eau est à 37 degrés. Hommes et femmes se baignent dans des bassins distincts. L'eau chaude, le bon air des montagnes, un rafraîchissement sans alcool, ça fait du bien après un long voyage. La cure est réputée dans le traitement des problèmes de peau. Nos patients se baignent entre 6 et 8 heures par jour, pendant 21 jours minimum. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps que mettent les cellules pour se régénérer. Nous sommes le seul centre de cure thermale au monde spécialisé dans le traitement du psoriasis. La qualité de l'eau ne fait pas tout. Les Gararufa, ou poissons docteurs, jouent aussi un rôle déterminant. Ces petits poissons originaires de la région nettoient les lésions des patients. L'efficacité des poissons docteurs n'est pas prouvée, mais les patients reviennent régulièrement. Ça a un léger effet massant. Mais surtout, les poissons nettoient les lésions. Quand l'eau chaude a bien ramolli la peau, ils les dévorent. Ils me font penser aux piranhas. Parfois, ils arrachent les peaux abîmées et provoquent un petit saignement. Dans ce cas, tous les poissons rappliquent et se jettent littéralement sur vous. Ce n'est pas très agréable. Mais pour éviter ça, il suffit de mettre un pansement. Nous poursuivons notre route en direction du sud-est de l'Anatolie, dans la région de Malatya, où le train réduit encore son allure parce que la voie ferrée est en mauvais état.
Ici, c'est l'endroit le plus stratégique de la région et celui qui possède le plus beau paysage. Pour la ville, il représente une porte vers l'Orient, car il permet la liaison transcaucasienne. C'est le point le plus important sur la route qui mène au Kazakhstan et relie la Turquie aux autres États turcophones d'Asie centrale. C'est d'ici que passent tous les chemins de fer et que les liaisons par voie ferroviaire sont rendues possibles. Ce pont de 2 km de long qui enjambe l'Euphrate est particulièrement stratégique. Très critiqué par les écologistes, le barrage de Karakaya fait partie d'un projet de développement du sud-est anatolien. Le train longe le lac de retenue sur des kilomètres, dans un paysage quasi désertique. Le projet vise à améliorer les conditions de vie de la population locale, majoritairement kurde, et à endiguer l'exode rural vers l'ouest du pays. Nous traversons le Murat, l'un des affluents de l'Euphrate. La présence militaire est importante dans la région, car l'organisation armée du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, y est très active. Dans le train, la sécurité est d'ailleurs renforcée sur ce tronçon. Comme vous le savez, le terrorisme est très présent dans cette région. C'est le plus grand problème des Turcs et de la Turquie, et ce, depuis des années. Nous essayons d'assister au mieux les forces militaires présentes pour prévenir d'éventuels incidents. Nous sommes chargés de toutes les questions de sûreté et de la sécurité de nos passagers. Dans la vallée de la mort, comme on l'appelle ici, les trains doivent souvent faire des arrêts impromptus à cause de nombreuses alertes à la bombe. Nous entamons la partie la plus spectaculaire du voyage. Nous sommes à près de 2000 mètres d'altitude, sous un ciel particulièrement orageux. Nous arriverons bientôt à destination. D'ici une dizaine de minutes, nous entrerons en gare de Tadvan. Nous avons déjà averti nos passagers. Une fois dans la gare, ils ne doivent pas descendre. Le train va faire marche arrière jusqu'à l'embarcadère et monter à bord du bac. Après cette manœuvre seulement, les passagers descendront du train. Les wagons qui contiennent leurs bagages feront le voyage avec eux dans le bateau jusqu'à Van. Et nous repartirons à vide. Le capitaine supervise la manœuvre. Le bac peut transporter 10 wagons, soit 420 tonnes. Les passagers font le transfert à pied. Le wagon réservé aux bagages restera plombé jusqu'à Téhéran. Le bac ferroviaire traverse le lac depuis 1971. Avec une superficie de près de 4000 km², le lac de Van est le plus grand lac de Turquie. Il se situe à 1640 mètres d'altitude, au milieu de montagnes culminant à plus de 4000 mètres. La traversée dure 4h30.
Tant qu'il n'y aura pas de chemin de fer qui contourne le lac, cela va continuer. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'existe aucune autre ligne. Cette voie mène jusqu'en Iran, jusqu'au Moyen-Orient. Mais cette année, nous avons transporté moins de charges au profit du transport routier. Pourtant, les chemins de fer turcs maintiennent la ligne Istanbul-Téhéran, bien qu'elle soit déficitaire. La traversée est agréable après tant d'heures passées dans le train. C'est l'occasion de raconter la fameuse histoire du monstre du lac de Van. L'autre jour, nous avons aperçu quelque chose au loin. Une silhouette noire avec une tête toute noire. Nous avons senti qu'elle s'approchait de nous. Nous étions en compagnie d'un ami qui l'avait déjà vu. Et il nous a dit « Attention, c'est le monstre du lac de Van ». J'ai tout de suite voulu le prendre en photo. Mais le temps que je sorte l'appareil, la créature avait déjà disparu. Mais il existe bien une créature qui vit dans les profondeurs du lac de Van. Je l'ai vue. Et je peux vous l'affirmer sans l'ombre d'un doute. Ce ne sont pas des histoires, c'est la vérité. La nuit tombe sur le lac de Van. C'est la fin de notre voyage à travers les paysages enchanteurs de l'Anatolie.